Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 mars 2025 et dans le menu de votre émission Actu Matin, j'ai rendez-vous avec la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB avec Zakiat Latondi. Nous allons évoquer le retour de l'aide de l'État à la presse privée qui sera donc au cœur de nos échanges. D'abord, comment on réagit dans le rang des factiers de la presse béninoise et ensuite comment on se mobilise pour que le principe qui est acquis, selon les propos du président de la HAC, soit effectif dans un délai raisonnable. Et puis à la faveur d'une conférence de presse, les acteurs politiques du parti Les Démocrates de la commune de Tcharo ont fait une déclaration de mise en garde officielle de la population locale face aux menaces qui pèseraient sur la vie de l'ancien président du Bénin, Thomas Boni Yahi. Ce n'est pas la première fois que les responsables du grand parti d'opposition alertent l'opinion sur des menaces sur la vie de Boni Yahi. Avec le débatteur, nous allons aborder le sujet, mais aussi apprécier la réaction du gouvernement. Aujourd'hui, c'est jeudi, vous le savez. Vous avez rendez-vous avec Florence Bossard dans sa rubrique Actu sur le net. Vous aurez le sport, la revue de presse et puis bien d'autres sujets que nous allons débattre ici ce matin avec nos invités. Merci d'être avec nous debout ce matin. Ce que dit la presse ce jeudi dans la une des quotidiens, on va le savoir dans un instant. Ce qui fait l'actualité à la une des quotidiens ce jeudi matin, et on commence avec le quotidien Fraternité. Première grande décision de Donald Trump, bouleversement dans le monde, impact géopolitique, dossier de la rédaction à lire dans les colonnes du journal Fraternité et puis mécanisme national de prévention de la torture. Le Bénin sort de la liste rouge des pays en retard. Et puis Père Félicien Profondé, à propos du temps de carême, cette période nous recommande de tout faire dans l'humilité. Et puis on retrouve Décryptage Info, quatrième édition de Elle mérite tout. Eh bien, les femmes sont à nouveau honorées du 7 au 9 mars 2025. Clôture de la première édition du tournoi de l'intégration à Waké, Paris gagné pour le promoteur. Audience à la HAC, le nouveau président du CES reçu par Édouard Locaux. Et puis à l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou reçoit les membres du bureau de la 9e mandature de l'ODEM. Examen du BPC 2025, dépôt des dossiers de candidature du 5 au 27 mars, informe le quotidien Décryptage Info. On retrouve le matinal à présent, municipalité d'Abomey-Calavi. Il est sanctionné pour faute lourde et non-observance de l'obligation de réserve. Il s'agit du chef d'arrondissement de Glo-Digbé, le préfet attendu pour entériner ou abroger l'arrêté du maire. Prévention de la torture, le Bénin quitte la liste rouge. Escroquerie au Bénin, le Sénine alerte sur les agissements de la plateforme SBC. Et puis bilan du régime présidentiel de 2000, bilan du régime et puis présidentiel 2026 et succession de Patrice Talon, les confidences de Wilfried Leandro Rumbedi sur New World TV. L'informateur présent, médias, Assemblée nationale, le bureau de l'ODEM reçu par Vlavounou, plateforme SBC, déconseigné par le Centre national d'investigation numérique. Droits de l'homme et prévention des tortures, le Bénin sort de la liste rouge. Et puis, hôpital chic, les députés tout simplement impressionnés. Dabarou à présent, hausse des prix des fruits en période de jeûne musulman. Simple coïncidence ou mauvaise foi des commerçants, s'interroge le journal. Et puis possibilité pour un député de s'auto-parrainer pour la présidentielle de 2026. Richard Boniorou invite à une relecture du code électoral. Et puis à Cotonou, la capitale embellie par les manifestations d'essence
Avec Martin Libre à présent, violence basée sur le genre au Bénin, ce que risquent les auteurs. Examen du BPC, session de juin 2025, les inscriptions ouvertes du 5 au 27 mars 2025 et puis regain de messe de commémoration. Qu'est-ce qui fait courir Djogbenou s'interroge le journal Martin Libre et puis établit le rapport fluvial avec l'Interland, une suggestion de Klobou Noumonvi à Bouissi. Quotidien Le Contemporain, visite au centre hospitalier international de Calavi, Louis Vlavounou et l'ensemble des députés sous le charme du joyeux Conseil économique et social. Le nouveau président et son bureau reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale. Et puis une initiative Azoli, des responsables communaux satisfaits de l'exécution du projet d'essai du préfet du département du Zour, Firmin Couton. Le gouvernement rend hommage à l'illustre disparu. Le chasseur info à présent. Examen scolaire 2025, le registre d'inscription au BPC ouvert jusqu'au 27 mars. Et puis classement et du rank 2025, l'UAC gagne en visibilité avec le 60e rang en Afrique. Et puis une plateforme d'opportunité pour les établissements publics est prévue à occasion d'octroi des bourses aux élèves et étudiants méritants. Lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin, un arsenal juridique peu connu, nécessité de renforcer sa vulgarisation. Et puis on va retrouver un autre quotidien dans la suite de cette rubrique, la une des journaux, l'autre quotidien à présent, discrimination dans les frais de mission des agents de l'État. La CGTB s'insurge contre l'injustice flagrante faite à la catégorie des conducteurs de véhicules administratifs. Et puis le président Louis Vlavounou en visite au Chic, un hôpital de référence aux ambitions nationales et sous-régionales. Tribune libre, Yves Kouarochabi, un destin de vie à moitié accompli, soutien du Parlement à l'évolution de la presse béninoise. Le bureau de l'ODEM échange avec le président Vlavounou. L'emblème du jour, présidentielle 2026 au Bénin, succession sous haute surveillance. Qui sera le dauphin de Patrice Talon, s'interroge le journal. Et puis, à l'Union progressiste, le renouveau, un culte d'action de grâce chez les Célestes ce jour. À Porte-Nouveau, réception dans l'ordre national du Bénin. Les acteurs de l'éducation appellent Talon au secours. Avec le pays émergent à présent, le leader du mouvement Bénin Vision 2026, bien entendu, invite la jeunesse béninoise autour du bloc républicain. Et puis, justement, audience à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavounou échange avec le bureau de la 9e mandature de l'ODEM. Et puis, on va finir avec le quotidien Fraternité, justement, qui monte à l'international. Première grande décision de Donald Trump, bouleversement dans le monde, impact géopolitique. Tout un dossier à lire dans les colonnes du journal Fraternité. Mécanisme national de prévention de la torture. Le Bénin sort de la liste rouge des pays en retard. Et puis Père Félicien Pofondé à propos du temps de carême. Cette période nous recommande de tout faire dans l'humilité. Et puis à l'université d'Abomey Calavi, qui est classée dans le top 3 en Afrique de l'Ouest francophone. Et voilà, c'est la fin de cette rubrique, la une des quotidiens. Voici chez vous le bulletin d'information. Dans le sommaire de votre bulletin d'information ce jeudi matin, de manière prompte, puis en temps record, les populations de Meyam bénéficient d'un nouveau pont construit à l'occasion
par l'association Wanilo. L'ouvrage de franchissement va desservir les habitants de Sérou dans la commune de Djougou, confrontés à des supplices en saison pluvieuse. L'inauguration officielle à suivre en milieu d'édition. Et puis les assureurs ne vont plus fuir les projets agricoles. L'État main le milliard et demi de francs CFA avec le concours de ses partenaires pour couvrir les risques de production liés au changement climatique pour 100 000 petits exploitants de riz, coton et bétail cette année 2025. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Eric, bonjour à tous. L'association Wanilo a tenu sa promesse. Sollicitée pour réaliser un pont à Meyam, elle a répondu diligemment et favorablement à la requête des populations de cette localité qui souffrent le martyre pour traverser la rivière, surtout en saison pluvieuse. La cérémonie d'inauguration de cet ouvrage de franchissement s'est déroulée ce mardi 4 mars 2025 à Abdou Savé Idrissou. Menyam, une localité située dans l'arrondissement de Sérou, commune de Djougou, peut désormais se targuer de disposer d'un ouvrage de franchissement digne du nom. Réalisé par l'association Wanilo et officiellement mis en service à travers cette coupure symbolique du ruban. Ce pont, qui vient davantage rallonger la liste des réalisations, va faciliter la mobilité aussi bien des personnes que des biens. Un pont, nous avons financé une maison destinée aux instituteurs de passage à Meyam. Nous avons financé une batterie solaire pour que les gens du village puissent recharger leurs portables. Et nous avons financé également 3 réverbères solaires. Voilà. Peut-être que dans l'avenir, on pourra en financer davantage, mais pour l'instant, nous avons déjà bien œuvré pour Meyam. Autant de réalisations qui forcent l'admiration des bénéficiaires directs et indirects. Au nom du CA, je tiens à vous remercier infiniment. Infiniment car cela est rare. Député à l'Assemblée nationale, l'honorable Abdoul Malik Gomina, qui s'est fait représenter, avait joué un rôle de facilitateur quand il était à la tête de la mairie de Djougou. Le pont dont vous venez de réaliser soulage vraiment notre population et cela nous va droit au cœur. Pourquoi? Parce que, comme vient de le dire le roi, ce pont est venu vraiment les soulager car il avait vraiment des noyades. Au nom de l'honorable Malik, qui devait être parmi nous ici, est empêché et me charge de vous transmettre ses chaleureuses félicitations et ses remerciements. Et il prie Dieu que notre union soit plus fortifiée que cela. Wanilo est une association créée en 2023. Elle a pour but de développer, promouvoir, réaliser des projets humanitaires et solidaires au Bénin. Merci pour ce partenariat entre la France et le Bénin à travers le village de Meyam. Le carême a démarré chez les chrétiens catholiques ce mercredi 05 mars 2025 par l'imposition des cendres à l'église Marie Auxiliatrice de Menontin. Les fidèles catholiques se sont réunis pour sacrifier à cette tradition, une période de pénitence qui marque l'entrée dans le temps de carême pendant 40 jours. Une de nos équipes a vécu ces moments. Suivez le reportage de Jules Ethieu et Simon Roulon. C'est le moment tant attendu par ces fidèles de l'église catholique Marie Auxiliatrice de Menontin. Un moment d'imposition des cendres qui les introduit dans le temps de carême. Une période pascale consacrée à la dévotion personnelle de chaque chrétien catholique afin de faire la volonté de Dieu. Et pour le curé Charles Alabi, elle a une signification importante dans la vie du croyant. Il y a des moments dans sa vie, dans son existence. Et ces moments lui permettent de changer. De prendre une autre couleur, de prendre une autre dimension. Et donc, pendant le temps de carême, et surtout à partir d'aujourd'hui, chaque chrétien, chaque catholique est invité à se revoir, à faire un genre de bilan. Et en voyant sa vie, à prendre des résolutions. Et à ce qu'on appelle les efforts de carême. Et je suis fumeur, par exemple. Je suis trop colérique, coléreux. Je suis méchant, je me revois et j'essaye
de changer. Le temps de jeûne marque la vie des fidèles d'un sceau particulier. Pour ceux d'entre eux que nous avons rencontrés pour la circonstance, il permet de vivre une métamorphose durant les 40 jours. Nous sommes tous des pécheurs, donc tueurs, cendres, donc ça nous permet de changer nos corps, ce qu'on avait l'habitude de faire et ce n'est pas bon. Nos péchés, ça nous permettra de, de changer un peu ce qu'on avait l'habitude de faire et que ce n'est pas bon. Nous avons pris les cendres qui prouvent que nous sommes poussière et que nous retournerons poussière. C'est-à-dire que sans Dieu, nous ne sommes rien. Donc nous venons entamer cette démarche-là qui nous conduit vers Dieu. Au cours de la célébration eucharistique, le Père célébrant recommande aux fidèles la pratique de la prière, du jeûne et de l'aumône, des moyens traditionnels permettant de rapprocher davantage de Dieu. Dans le département du Mono, le cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du département sacrifie à la tradition de don de vivre aux fidèles musulmans en ce début du mois de Ramadan. Il s'agit surtout des fidèles qui éprouvent des difficultés à s'assurer le nécessaire au cours de cette période de jeûne. Les emballages de vivres sont composés de sacs de riz et des cartons de pâtes alimentaires. Nassis Alossé et Florent Do. Des emballages de vivres acquis sur fonds propres au profit des fidèles musulmans du département du Mono. Ce geste cyclique fait chaque année à l'orée du mois de Ramadan est signé du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono. Puisque nous sommes dans un mois, et quel mois? Un mois sacré, un mois qui regorge assez de bénédictions, c'est ce que le cadre a compris pour dire, mais écoutez, si nous devons avoir le maxi avant de venir, nous n'allons pas venir. Compte tenu du temps qui prévaut, nous avons dit non. Nous allons venir avec le peu, saluer nos parents et le leur remettre. Sacs de riz et cartons de pâtes alimentaires constituent ces emballages remis aux responsables des fidèles des 6 communes du département. Ces derniers sont chargés de les acheminer vers eux et de les partager à ceux qui sont dans le besoin. Un don salué par ceux qui récemment ont été privés d'une aide saoudienne. On va piquer des gens ailleurs qui nous représentent, on leur donne les vivres. Mais nous, on n'en reçoit pas. Je ne parle pas pour moi, mon intérêt, mais ce que les Arabes envoient là, c'est pour les démunis. En réalité, aujourd'hui, ces vivres-là, moi j'ai des témoignages dans la commune de Bopa, comme dans ma commune ici, à Atiémé. Il y a des foyers qui ont reçu, maman a reçu, papa a reçu, les enfants ont reçu. Dans une seule maison, il y a près de 10 kits qui rentrent. La consolation peut donc venir de ce geste du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono. Un creuset qui jouit désormais d'une existence légale avec son récépissé signé par l'État béninois. Nous avons fait la demande, l'État a mené toutes les investigations sur le cadre dans le département du Mono et a vu que, oui, ce cadre est vraiment représentatif. Et à partir, je crois, du 19 février dernier, le cadre est reconnu officiellement par l'État béninois. Reconnu par l'État et donc conforté davantage dans son engagement d'œuvrer pour le développement de l'islam ici dans le Mono. Un département dans lequel ces dignitaires religieux s'illustrent depuis des années à travers diverses assistances et dans bien de domaines aux couches les plus vulnérables de la société. Toujours dans le Mono, l'arrondissement de Doutou, situé dans la commune de Ruogbe, renoue avec les festivités de la Pâque. Après la longue trêve qui a suivi la première édition en 2012, la deuxième édition est prévue pour cette année 2025 avec beaucoup d'innovations voulues par son promoteur Philippe Adicton. À un peu plus d'un mois de l'événement, les membres du comité d'organisation annoncent ces réjouissances populaires suivies. De son caractère religieux, la fête de Pâques est une fête identitaire des Sahoué. Monsieur Adicton Philippe, étant un fils du milieu, a décidé de célébrer cette deuxième édition pour donner un cachet spécial à la fête de Pâques dans sa localité Doutou.
Et M. Aditon Philippe, un jour, était invité dans la localité de Bopa. À son retour, il a vu que son village était calme. Il a décidé maintenant d'animer le village lors des fêtes de Pâques, ce qu'il a commencé depuis 2012. Après 2012, il a eu une pause et c'est pour ça que nous parlons d'une deuxième édition. Et cette deuxième édition, c'est pour cette année 2025. Il y a plusieurs activités qui ont été prévues pour cette deuxième édition, parmi lesquelles on peut citer le jeu de ludo, le jeu de pétanque, le jeu de domino, le jeu de cartes, la foire internationale relevée, aussi une compétition pour la Miss Pâques Sahwe 2025. Et en dehors de ça, il y a un grand concert géant qui a été prévu le dimanche 20 avril avec des artistes de renom tels que Messager Junior, Eto Dos, T-Gang et Vano Baby, en plus des artistes locaux de la localité. Nous invitons toute la population sahwe de la diaspora ou les résidents de venir massivement suivre ce qui veut se passer dans leur localité. C'est Sahwe 2025 et c'est une fête qui sera particulière au niveau de Doutou. La fête aura lieu du 15 avril au 20 avril 2025, pour ne pas dire 21 parce que le lundi est là, la fête continue aussi. Et pour finir, les agriculteurs n'ont plus de soucis à se faire quant à l'épineuse question de couverture de leurs risques de production. 100 000 d'entre eux vont bénéficier cette année des assurances agricoles dans les filières riz, coton et bétail partout sur le territoire national. C'est la phase pilote d'un projet dédié à la cause lancée à Cotonou pour la résilience face au changement climatique. Il est coordonné par le Fonds national de développement agricole et financé par l'État et ses partenaires. Compte rendu. L'État béninois, la coopération suisse et la coopération luxembourgeoise mobilisent 1,5 milliard de francs CFA pour assurer les arrières des producteurs contre les aléas naturels en subventionnant leurs primes d'assurance. Le projet est dénommé Assurance agricole à indice de rendement pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. La phase pilote lancée pour le compte des filières riz, coton et bétail couvre l'ensemble des pôles de développement agricole du Bénin. Il faut rassurer les travailleurs de la terre que l'assurance agricole n'est pas un mythe. C'est une réalité et je nous engage tous, acteurs que nous sommes, à traduire ces réalités dans des actions concrètes pour donner des raisons aux agriculteurs de se convaincre de cette opportunité. Avec l'assurance, nous ne nous contentons pas de gérer les risques. Nous ouvrons l'accès au crédit, encourageons les investissements dans l'agriculture moderne et à terme, donner aux agriculteurs les moyens de prospérer, pas seulement de survivre. Poulet, le réputé partenaire technique qui appuie à l'atteinte de l'objectif des 100 000 petits agriculteurs, a impacté en 2025. Plus de crainte ni de réticence des assurants en cette matière comme par le passé. NCA et d'autres compagnies se joignent à ce tout nouveau dispositif. La réussite de ce pilote entraînera sans doute à la généralisation de l'assurance agricole à toutes les filières. C'est pour cette raison que nous encourageons l'ensemble des acteurs présents à mettre du sien dans la réussite du projet pilote. Pour 1,5 hectare de riz, le montant de la prime d'assurance est de 13 650 francs et le producteur ne paye que 2 730. Pour 2 hectares de coton, le montant de la prime est de 27 540 francs et le producteur paye 5 508 francs. Pour 2 têtes de gros bétail, le montant de la prime d'assurance est de 23 490 francs et le leveur paye 4 698. Faire adhérer toutes les 7 structures opérant sur le marché de l'assurance non-vie au Bénin à l'innovation est l'une des ambitions à court terme. Eric, c'est la fin du bulletin d'information.
Merci à vous, Florence Boussa, pour ce bulletin d'information. À tout à l'heure pour votre rubrique Actu sur le net. Mais avant, on va retrouver Candide Rourinto dans sa rubrique Sport. Candide Rourinto, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Les matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions ont pris fin ce mercredi. Le FC Barcelone arrache une victoire étriquée devant le Benfica, tout comme Liverpool devant le Paris Saint-Germain. Commençons déjà par la victoire du FC Barcelone. Eric, de son déplacement à Lisbonne, les Blaugrana, bien entendu, se sont imposés sur la plus petite des matchs, 1-0 au cours de cette manche allée à l'extérieur pour s'offrir une option pour la qualification en quart de finale avant le match retour en Espagne. Réduit à 10 depuis la 22e minute de jeu. Bien entendu, les hommes d'Hansi Flick étaient contraints à jouer une bonne partie de la rencontre en infériorité numérique face au Benfica de Lisbonne qui est prêt justement à en découdre. Robert Lewandowski et ses coéquipiers ont certes tremblé à plusieurs reprises face à de multiples offensives audacieuses des Portugais, mais vont finalement s'imposer par un score d'1-0 sur la pelouse de Benfica. Ceci grâce à une frappe lointaine du serial buteur brésilien Rafinha qui délivre les siens avec justement son 9e but en 9 matchs de Ligue des Champions cette saison. But inscrit justement à la 61e minute de jeu. Score final 1-0 pour le FC Barcelone qui recevra dans une semaine le Benfica de Lisbonne en Espagne pour la manche retour de cette explication comptant pour les huitièmes de finale de la saison 2024-2025 de la Ligue européenne des champions. Au même moment, le scénario était presque le même dans le duel qui a opposé le Paris Saint-Germain au Liverpool FC. Victoire à l'extérieur pour les Reds de Liverpool, alors que pratiquement sur toute la rencontre, le club du Parc des Princes est resté dominateur de bout en bout. Les hommes de Luis Enrique ont été punis dans les dernières minutes par les Reds. 40 secondes après donc son entrée en jeu, Harvey Elliott fait trembler les filets du club de la capitale française en toute fin de partie. But inscrit justement à la 87e minute de jeu. Une frappe pleine de sang-froid qui ne laisse aucune chance à Gianluigi Donnarumma. Score final 1-0 pour Liverpool FC qui prend aussi une option pour la qualification au tour suivant avant donc le match retour. La manche retour justement qui sera programmée dans une semaine. Autre résultat également, on a vu l'équipe de Feyenoord Rotterdam s'incliner sur un score de 0-2 devant l'équipe de l'Inter de Milan. L'équipe du Bayern de Munich s'est imposée par un score de 3-0 au Bayer Leverkusen dans le duel allemand. Rendez-vous dans une semaine pour les différentes manches retour de ces huitièmes de finale saison 2024-2025. On s'intéresse maintenant au match aller des huitièmes de finale de l'UEFA Europe League et on aura droit à 8 différentes rencontres ce jeudi. Oui, c'est bien cela Eric, 8 différentes rencontres à suivre dans le cadre de la manche aller des huitièmes de finale de l'Europa League saison 2024-2025. Vous allez le voir sur le tableau. Déjà à partir de 18h45 l'AZ Alkmaar sera face à l'équipe de Tottenham. La Real Sociedad sera face à l'équipe de Manchester United. Le FC Bucarest de la Roumanie sera face à l'équipe française de Lyon. Fenerbahçe va en découdre avec les Rangers bien entendu. À 21h, Victoria Pleasant va en découdre avec la Lazio. Bodo Glimt sera face à l'équipe de l'Olympiakos. Francfort sera en déplacement, bien entendu, au Netherlands pour affronter l'équipe de l'Ajax. Amsterdam, bien entendu, l'AS Roma aussi va en découdre avec l'équipe de l'Athletic Club pour le compte de ces huitièmes de finale aller de l'Europa League saison 2024-2025. On se tourne maintenant vers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les qualifications sont toujours en cours. La fêtière internationale de football exclut
2 nations de la compétition. C'est bien cela, Eric. La FIFA a décidé d'exclure 2 pays de la course qualificative à la prochaine édition de la Coupe du Monde qui va se tenir entre juin et juillet 2026. Ceci, bien entendu, alors que les éliminatoires sont toujours en cours et que le tableau des pays qualifiés n'est toujours pas encore défini. Sans grande surprise, la Russie, qui est interdite de toute compétition sportive depuis son invasion en Ukraine, se voit encore une fois exclue de la Coupe du Monde après n'avoir pas pu participer à l'édition 2022 à Doha au Qatar. Il y a aussi le Congo-Brazzaville, un pays africain qui est concerné par cette exclusion, ceci en raison de sa mise à l'écart par la Fédération internationale de football et association qui a indiqué dans un communiqué écarter les Diables Rouges en raison d'ingérence de tierces parties dans les affaires de la fédération, pendant que d'autres sont exclus. D'autres bénéficient d'une levée de suspension de l'instance fêtière du football international dans le Pakistan. La fédération, sinon la FIFA, avait décidé d'écarter la sélection pakistanaise, l'instance de football mondial, mais elle est revenue sur sa décision et a levé sa suspension imposée à la PFF. Cependant, il est donc difficile de voir le Pakistan disputer la Coupe du Monde 2026 en vue de son classement. La sélection d'Asie et du Sud-Est est dernière du groupe G de la zone AFC avec un total de 0 points après 4 matchs disputés. Faut-il le souligner, pour la première fois de son histoire, la Coupe du Monde se déroulera dans 3 pays différents, États-Unis, Canada et Mexique, et verra la participation d'un total de 48 nations. Allez, toujours parlant de la Coupe du Monde 2026, Eric, les 5e et 6e journées des éliminatoires vont se dérouler dans quelques jours un peu partout en Afrique. Dans ce cadre, les Guépards du Bénin affrontent le 20 mars 2025 le Zimbabwe à 17h avant d'en découdre avec les Bafana de l'Afrique du Sud le 25 mars 2025. Ainsi, pour faire une grande mobilisation autour des Guépards du Bénin, et sinon autour des matchs que vont jouer Ganotro et ses hommes, la Fédération béninoise de football a rendu public un communiqué relatif au voyage de certains dirigeants de clubs pour Abidjan, où recevront Steve Mounier et ses coéquipiers, les Sud-Africains. Selon le communiqué, on voit le secrétaire général de la Fédération béninoise de football qui informe les présidents de clubs de la Ligue Pro et de la Ligue Amateur désireux de se rendre à Abidjan pour soutenir l'équipe nationale dans le cadre du match Bénin-Afrique du Sud à Abidjan le 25 mars 2025, comptant pour la 6e journée des éliminatoires qu'un bus est mis à la disposition pour effectuer le voyage. Toutes les charges d'hébergement, de déplacement interne et de restauration durant le séjour à Abidjan sont supportés par le concerné qui en donne la garantie à travers une réservation de son hôtel ou de son logement. Obligation d'avoir un passeport ou sa carte d'identité numérique en cours de validité et un carnet de vaccination à jour. Voilà donc ce que dit le communiqué de la Fédération béninoise de football, justement dans le cadre du soutien aux Guépards pour le compte du match comptant pour la 6e journée des éliminatoires où les Guépards recevront à Abidjan, Côte d'Ivoire, les Bafana de l'Afrique du Sud. En prélude au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans, les Amazones du Bénin reçoivent à Lomé la République démocratique du Congo ce week-end. À ce propos, la sélection cadette du Bénin devrait rallier la capitale togolaise dans quelques heures. Guy Dazonsou et ses filles justement ont abordé avec beaucoup de finesse le dernier virage de leur préparation pour le rendez-vous de la double confrontation avec la République démocratique du Congo. Entrée justement en regroupement lundi, les Amazones U17 ont enchaîné avec 4 différentes séances d'entraînement de mise au point et de dernier réglage entre mardi et hier mercredi. Selon les informations, la sélection béninoise doit se rendre justement à Lomé au petit matin de ce jeudi 6 mars 2025 pour poursuivre avec les dernières séances d'entraînement avant le match aller prévu se dérouler à Lomé le 9 mars 2025. On va souhaiter bonne suite de préparation aux Amazones U17 en prélude justement à cette échéance. Et on va s'intéresser maintenant à cette information moins qu'est cette triste nouvelle qui fait le tour de l'actualité sportive au plan national. Depuis hier, le décès de l'entraîneur de l'équipe mythique des Requins
de l'Atlantique, un club professionnel qui évolue en Ligue Pro du Bénin saison 2024-2025. Il s'agit du technicien, comme vous le voyez à l'image, sur l'image, le Béninois Moutari Idrissou, qui est passé de Via Trépa au cours de la matinée d'hier. Pour l'instant, aucune information sur les circonstances de son décès n'a été révélée, mais certes, certaines sources très proches du défunt ont confirmé qu'il était pourtant bien portant la veille de son décès, sinon de sa mort. D'autres disent même l'avoir vu en pleine forme au cours de la journée du mardi sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. Une disparition que pleurent depuis hier les amoureux du Kouiran, mais il faut préciser qu'étant musulman, le coach a déjà été inhumé au cours de l'après-midi d'hier. L'homme est reconnu pour son engagement et son expertise dans le football béninois et sous-régional. Il faut dire qu'avant de débarquer sur le banc des requins de l'Atlantique, il a marqué son passage du côté des Buffles du Borgou, où il a contribué à révéler de nombreux talents et à renforcer justement la compétitivité du club. Ensuite, son passage au Dynamo FC d'Abomey en tant que directeur sportif avait aussi confirmé son rôle stratégique dans l'essor du football local. Et bien entendu, après l'annonce de son décès, plusieurs sinon avalanches de réactions sur la toile, notamment le club de l'Autopopo qui a publié un message de condoléances aux requins de l'Atlantique. Sur cette publication, on peut lire: c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de votre entraîneur Idrissou, bien entendu Moutari. Au nom de l'administration de l'Autopopo et de toute son équipe, nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à toute la famille des requins de l'Atlantique. Nous partageons avec douleur, nous partageons votre douleur en ces moments difficiles et nous vous assurons de notre soutien indéfectible. Autre réaction également, Dynamo FC d'Abomey qui est l'un des anciens clubs du technicien décédé. Hommage au grand homme du football. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de M. Idrissou Moutari, notre ancien directeur sportif entre 2021 et 2024. Aujourd'hui, coach des requins de l'Atlantique. Dynamo FC d'Abomey perd un homme d'engagement, un passionné bien entendu du ballon rond, un bâtisseur infatigable qui a marqué notre club de son empreinte, son dévouement, son travail acharné et son amour pour le football. Bien entendu, ont inspiré des générations de joueurs. Pour beaucoup, il était bien plus qu'un encadreur, il était un guide, un mentor, un père de cœur. Son héritage, bien entendu, restera gravé dans nos mémoires et sur les terrains qu'il a foulés avec tant de passion. On va s'intéresser maintenant à la réaction de Aspac Football Club. Idrissou Moutari tourne définitivement dos au terrain. Il fut celui qui a véritablement lancé Rabiou Sankamao, un international béninois aujourd'hui, et Tamimou Oro, un autre joueur qui évolue aujourd'hui en équipe nationale des seniors dans le grand bain avec Aspac FC. Appelé depuis l'Arabie Saoudite, Idrissou Moutari était venu à l'Aspac pour relancer la machine des portuaires, homme de cœur, de défi et aimant la franchise. Idrissou Moutari a laissé des empreintes dans la maison des Bleus. Blanc, la direction d'Aspac reste reconnaissante, bien entendu, pour la contribution de son histoire. Toutes nos condoléances aux requins de l'Atlantique, de son club actuel et à sa famille du football béninois. En général, voilà donc quelques réactions qu'on a pu glaner, bien entendu, sur la toile après l'annonce du décès de l'entraîneur. Et on va s'arrêter ici sur cette note bien assez moins gaie. Merci à vous, Candide Rourinto. Nous présentons aussi nos condoléances à la famille éplorée. Allez, dans la suite d'Actu Matin de ce jeudi, après Candide Rourinto, on va recevoir nos invités, mais avant, on va marquer une pause. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique
qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors regardez, ça c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, et mettre dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit
avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique, qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signants, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social, et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui, et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique « Une date, une histoire ». C'est bien sûr le 64e jour de l'année et nous célébrons Sainte Colette. Le 6 mars 1957, le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance du Royaume-Uni. L'événement est mené par Kwame Nkrumah, figure du panafricanisme, qui devient le premier ministre, puis président du pays. Son discours emblématique, « Le Ghana est libre pour toujours », symbolise l'espoir d'une Afrique unie et indépendante. Cette indépendance marque un tournant historique et inspire d'autres mouvements de libération à travers le continent, accélérant ainsi le processus de décolonisation africaine. Le 6 mars 1960, le patineur artistique français Alain Giletti remporte le titre de champion du monde lors des championnats organisés à Vancouver, au Canada. Cet exploit s'inscrit dans une carrière exceptionnelle, marquée par 5 titres consécutifs de champion d'Europe entre 1955 et 1961, ainsi que 10 titres nationaux français. Malgré ses succès mondiaux, il ne décroche pas de médaille olympique, se classant 4e lors des éditions de 1956 à Cortina d'Ampezzo et de 1960 à Squaw Valley.
Le 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar est élue à l'Académie française, devenant ainsi la première femme à rejoindre cette institution. Elle succède à l'écrivain Roger Caillois. Cette élection est précédée en 1977 par l'attribution du Grand Prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Parmi ses œuvres majeures figurent les Mémoires d'Adrien et l'œuvre au noir. Le 6 mars 1982, le professeur Christian Cabrol réalise la première transplantation cardio-pulmonaire en France, combinant une greffe du cœur et des poumons. Cette avancée fait suite à sa première transplantation cardiaque en Europe en 1968. En 1986, il effectue également la première implantation d'un cœur artificiel temporaire en France, le Javic 7, en attendant une greffe. Ces réalisations ont grandement contribué au développement de la chirurgie cardiaque moderne. Le 6 mars 2003, un Boeing 737-2 Sondair Algérie s'écrase peu après le décollage de Tamraset, tuant 102 personnes, dont 6 Français. Cet accident reste la plus grande catastrophe aérienne que l'Algérie ait connue depuis son indépendance en 1962. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Instant invité sur Actu Matin, je vous l'avais annoncé, j'ai rendez-vous ce matin avec la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Madame Zakiatou Latunji, qui est déjà avec nous. Madame la présidente, bonjour. Bonjour, cher Eric. Avec vous, nous allons évoquer le retour de l'aide de l'État aux médias privés, justement. C'est de principe acquis, selon les propos du président de la HAC. Il faut encore patienter quelques semaines, a-t-il ajouté. Comment, justement, vous réagissez à cette information? Alors, je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin pour revenir sur la question de l'aide de l'État qui fait quand même l'actualité dans le secteur des médias en général au Bénin. Je voudrais simplement dire le retour annoncé pour faire respecter vraiment les choses dans l'ordre, puisque, comme vous-même vous l'aviez dit, on devra patienter un peu pour rester conforme aussi aux propos du président de la RAC, notre très cher aîné, Édouard Loko. Donc, c'est un retour qui est annoncé. Comment nous réagissons? Forcément, un peu comme vous, un peu comme tous les acteurs des médias, avec beaucoup de satisfaction de savoir que après pratiquement 8 à 9 ans où nous n'avons plus l'aide de l'État à la presse, de savoir que dans les tout prochains jours, savoir peut-être encore dans les tout prochains mois, nous allons pouvoir bénéficier de l'aide. Et forcément, c'est pour le grand bonheur de la presse béninoise en général. Absolument. Nous avons encore souvenance de vos nombreux plaidoyers pour le retour de ce financement. Alors, dans ce déclic dont nous avons écho depuis la HAC il y a quelques jours, quel a été le rôle des fêtières? Vous l'avez dit vous-même, vous avez souvenance de ce que nous avons pendant longtemps fait le plaidoyer pour véritablement pouvoir bénéficier de l'aide de l'État à la presse. Si vous en avez souvenance, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent qui ont également souvenance de ça. Ça veut simplement dire que nous ne sommes pas restés les bras croisés tout le temps que cela a duré. Moi, ça fait ma deuxième mandature à la tête de l'Union des professionnels des médias, un mandat étant de 3 ans, et je suis d'ailleurs dans la dernière année de ma deuxième et dernière mandature. Et donc, ça selon fait... les tests. Selon les tests, et nous restons très conformes aux tests, d'accord? Donc, ça fait
une première mandature de 3 ans où nous n'avons rien eu du tout. Sans financement. Sans financement. Nous avons, grâce à notre leadership et également au leadership et à l'expertise de tous les membres du bureau, travaillé à avoir un certain nombre de partenaires qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de certaines activités. Et donc, si nous avons pu bouger, nous avons pu cocher des cases positivement en termes d'activité durant les 2 années de la mandature, des 2 mandatures, c'est parce que nous sommes allés taper à des portes pour avoir l'appui de différents partenaires. Maintenant, après, le partenaire ne peut pas vous accompagner systématiquement sur tout, parce qu'il y a des dépenses de souveraineté. C'est ça. Et par rapport à la maison des médias, par rapport à nos locaux, par rapport à notre matériel de travail, par rapport même à notre rôle vis-à-vis de nos mandants, parce que nous sommes élus par des acteurs des médias qui restent regardants sur les résultats que nous devons produire, et nous avons besoin de montrer à ces acteurs qui nous font confiance en nous élisant que nous travaillons vraiment pour mériter leur confiance. Mais comme on dit, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et vous faites comment alors? Et donc, alors qu'est-ce que nous faisons? Je peux vous dire, et très sincèrement, il n'y a pas beaucoup de cotisations. Il n'y a pas beaucoup de cotisations, et qu'ils vous souviennent, et vous le savez très bien, un peu comme moi et tous les autres acteurs, une association, puisque nous sommes une association régie par la loi de 1901, et donc nous comptons d'abord sur nos propres ressources. Nos propres ressources, ce sont les cotisations de nos membres. Déjà, par rapport à ce que nos membres doivent cotiser, c'est 12 000 francs par an, à raison de 1 000 francs par mois. Et ça, une fois encore, nous ne sommes pas tous autant que nous sommes acteurs des médias, nous n'avons pas cette fibre associative qui nous permet véritablement de rester conformes aux dispositions de nos tests et de payer nos cotisations. Nous sommes très peu membres de nos associations à être à jour de nos cotisations. Je voudrais profiter de ce plateau ce matin pour rappeler à tous les membres de notre organisation que l'organisation vit grâce à leurs cotisations, et nous avons besoin d'avoir des ressources dans la caisse pour pouvoir travailler et mériter cette confiance qu'ils ont placée en nous. Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous faisons pour arriver à gérer nos activités? Et là, je voudrais saluer tous les membres du bureau qui volontairement, pour beaucoup de choses, sont obligés de se mobiliser financièrement pour nous permettre quand même de réaliser un certain nombre d'activités. Après, nous avons quelques partenaires qui nous accompagnent, mais vous savez que les ressources des partenaires, il faut faire très attention à ces ressources-là. Les lignes de dépenses sont clairement définies et il faut rester conforme à ça. Donc, ce n'est pas simple du tout, mais toute modestie gardée, on se réjouit de ce que, malgré que nous n'avons pas l'aide, nous avons réussi tout ce temps à garder les portes ouvertes et la maison debout. Donc, que vous attendez vivement ce financement. Ça pourrait aider. Oui, bien, ça ne, c'est pas pourrait aider, ça va aider. Ça nous aidera, nous tous, nous tous acteurs des médias et même les entreprises de presse du secteur privé, parce que c'est l'aide de l'État à la presse. Justement, donc, j'allais vous faire cette question. Cette aide, selon vous, elle doit servir à quoi? Mais si je fais référence, par exemple, à la dernière monture de l'affectation, par rapport à l'affectation de l'aide qui est allouée, qui est d'un montant de 350 millions, pour le budget inscrit au budget de l'État exercice 2014. Et c'est d'ailleurs très peu. Qu'on a jugé très peu parce que qui devrait se partager, voilà. Et les réalités de 2014 ne sont pas les mêmes que les réalités d'aujourd'hui où nous sommes en 2025. Et il y a plusieurs pays dans lesquels l'aide est allée au milliard parce que l'État même reconnaît qu'il est important d'apporter l'appui là aux médias pour leur permettre vraiment de travailler. Et donc en faisant référence à la dernière monture par rapport à l'affectation du fonds de 350 millions qui est alloué, il y a l'appui au renforcement de capacité des professionnels des médias et patrons des entreprises de presse. Et vous comprenez à partir de ce moment que c'est tous les acteurs des médias qui sont concernés. Après, il s'agira de définir les besoins spécifiques en termes de renforcement de capacité qui existent et répondre à ces besoins-là à travers les différentes formations qui seront apportées. Ensuite, il y a l'appui à la qualité, à la production et à la gestion
et appui spécial aux organes de presse. Il y a également une enveloppe qui est dédiée à cela. Ensuite, il y a le point qui est relatif à l'appui institutionnel, l'appui au projet commun, à la profession, parce que l'aide, c'est les entreprises de presse, c'est les professionnels de médias, et c'est la qualité des productions. Et donc, il y a différentes lignes. Je ne sais pas si vous avez souvenance du concours qu'on avait l'habitude d'organiser, le concours des meilleures productions de la presse, qui permettait de saluer le savoir-faire et le mérite des acteurs des médias qui font un travail de qualité sur le terrain. Et c'est grâce à l'aide qu'on arrivait à le faire. Et moi, je me souviens les premières années où moi, je venais dans la profession, c'était un challenge pour moi de travailler toute l'année durant pour pouvoir concourir et à la fin recevoir le trophée qui montre que vous avez un mérite dans la profession. Et il est important qu'aujourd'hui on travaille vraiment à nous amener à œuvrer davantage pour la professionnalisation, et c'est à travers des creusets comme ça qu'on peut saluer le savoir-faire de ceux-là qui font un travail de qualité. Donc, il y a le fonctionnement des organisations professionnelles, notamment le Conseil national du patronat, le CNPA et de l'audiovisuel, l'Union des professionnels des médias, et la Maison des médias également. Dans l'aide, il y a une enveloppe qui est allouée à ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand vous passez à la Maison des médias, la maison, elle n'est pas dans un état très agréable, à l'image même de ces belles personnes que nous-mêmes nous sommes. Donc, il est aujourd'hui, par exemple, qu'on remette au goût du jour cette maison-là et permettre vraiment à tous les acteurs des médias d'être fiers de savoir que nous avons une maison des médias et d'être fiers d'y aller. Je me rappelle encore, sous la mandature du président Brice Oussou, quand il était président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, il y avait que plusieurs activités étaient organisées et permettaient à la maison d'avoir une vie. Et tous les vendredis, par exemple, avec l'initiative Café Média, on était content de dire « je vais à la Maison des médias ». Donc, c'est notre maison et nous avons besoin de travailler pour que cette maison reste véritablement un instrument qui arrive à un cadre qui arrive à nous réunir, se retrouver, et c'est quand vous allez même à la Maison des médias que vous pouvez échanger avec un certain nombre d'aînés, d'anciens, que vous n'avez pas toujours l'occasion de voir. Donc, il y a énormément de chantiers qui sont là, et grâce à l'allocation de l'aide de l'État à la presse, on pourra véritablement faire avancer les choses. Bouger les lignes. Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure 350 millions il y a quelques années en arrière. Dans ce qui est annoncé, est-ce qu'on peut espérer plus? Est-ce qu'on doit espérer plus? Bon, j'ai envie de vous dire, un tien vaut mieux que deux, tu ne l'auras pas. Il est annoncé, en tout cas, pour ce que je sais, jusque-là. Faites-nous les confidences. Non, encore que ce que nous avons comme information n'a rien de confidentiel pour l'instant. C'était à l'occasion de l'ouverture de la session actuellement en cours de l'ARAC, la première de l'année 2025, que le président a abordé la question. Il a dit clairement, face caméra, et je crois même que c'est le seul point qu'il a abordé pour rassurer les acteurs des médias de ce qu'ils travaillent et ils œuvrent pour régler les problèmes de la corporation. Et donc, il a dit, je cite de mémoire, ça fait pratiquement près de 8 à 9 ans que vous n'avez pas l'aide et nous sommes en train de faire le nécessaire pour que nous puissions l'avoir. Si nous l'avons, je le cite toujours de mémoire, si nous l'avons, ça vous arrange et ça nous arrange aussi. Et donc, on fera le nécessaire. Après, on va discuter sur combien sera octroyé. Est-ce que nous sommes prêts à payer les arriérés de toutes ces années-là? Combien nous allons mettre sur la table? De toutes les façons, les organisations fertières seront appelées à la table au moment opportun et nous allons ensemble discuter. Fin de citation. De mémoire, je ne cite pas mot pour mot. C'est pour dire qu'il n'y a absolument rien de confidentiel. Ce sont ses propos et il reste une personne en qui nous avons entièrement confiance et nous espérons que, comme lui-même il a dit, dans les tout prochains jours,
l'aide de l'État à la presse sera à nouveau une réalité pour le bonheur de tous les acteurs des médias du Bénin. En tout cas, nous allons rester attentifs à tout ce qui sortira du côté de la HAC pour avoir une idée, non seulement du montant, de la clé de répartition et comment tout ceci pourra véritablement profiter aux médias. Madame la Présidente, pour finir nos échanges, vous avez un dernier mot? Un dernier mot, c'est une fois encore saluer le président de la RAC et tous les conseillers de la mandature actuelle, saluer leur leadership parce que, comme on a eu à l'aborder, nous avons fait beaucoup de plaidoyer pour vraiment arriver à obtenir l'aide des années durant. Nous n'avons rien eu. On a compris aujourd'hui qu'il en fait véritablement une préoccupation. C'est une volonté qui est à saluer et on espère vivement qu'on va y arriver. Après, à l'endroit... Oui, à l'endroit de tous les acteurs des médias, je voudrais nous inviter à davantage de professionnalisme dans l'exercice de notre profession. Aujourd'hui, nous avons un nouveau code d'éthique et de déontologie qui véritablement donne les dispositions pratiques pour l'exercice de notre profession. Il est important pour chacun d'entre nous de se familiariser aux dispositions de ce code-là et de rester conforme aux dispositions du code dans l'exercice au quotidien. Je peux vous dire, si on arrive à bien connaître, bien internaliser les dispositions du code, à travailler conformément à tout ce qui est dit dans le code, vous êtes sûr d'être en sécurité, de ne avoir de problème avec personne. Parce que quand il y a problème, nous ne dormons plus. Et nous, on a quand même envie d'éviter de courir à gauche, à droite, parce qu'un acteur des médias est face à des situations qui ne sont pas toujours agréables. Même si nous, en tant qu'organisation fertière, nous allons faire le lobby nécessaire, le plaidoyer nécessaire, après, c'est que la personne est privée de sa liberté et ce n'est pas toujours agréable à savoir. Donc, à chacun de nous approprier des dispositions de ce nouveau code et de travailler conformément aux dispositions du code. Voilà. Et on rappelle aux acteurs des médias de passer payer leurs cotisations. Très, très, très important. Il faut se mettre à jour de ces cotisations. Ce n'est pas grand-chose, mais je sais que ce n'est pas simple aussi à honorer. Et donc, on peut faire l'effort de payer ne serait-ce que les 1000 francs par mois pour qu'à la fin de l'année, on soit à jour des 12 000 francs de cotisation à payer pour notre association qui est notre organisation. Merci à vous, Zakia Tulatonji. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Merci d'être passé sur Actu Matin. Merci Eric, merci pour l'invitation. Je vous souhaite également une très belle journée. Bientôt. Actu Matin se poursuit. On va marquer une pause et laisser place à notre invité. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signants, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui.
Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social, et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui, et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Et bien voilà, je suis avec Madame Grace Bekossi de Canal+ Bénin. Bonjour et merci d'être avec nous sur Actu Matin. Vous êtes là ce matin pour partager avec nous de bonnes informations, n'est-ce pas? Exact. Allez, dites-nous actuellement quelle est la promotion chez Canal+. Alors, chers amis téléspectateurs, chers amoureux de bons programmes, bonjour. C'est la folie des prix en ce moment à Canal+. Le décodeur, notez bien, est à 5 000 francs à partir de la formule de 5 000. Donc, c'est dire aujourd'hui qu'à 10 000 francs, vous pouvez vous acquérir le décodeur avec un abonnement d'un mois actif dessus. Ce n'est pas tout. Pour tout réabonnement à votre formule habituelle, Canal+ vous offre 15 jours à la formule supérieure, la formule maximale qui est donc la formule tout canal. Donc je m'explique. Vous avez l'habitude de vous abonner à la formule de 5 000 et vous décidez de vous réabonner à cette même formule. Canal+ vous offre 15 jours à la formule de 40 000. Comme ça, vous avez tout ce qu'il y a comme programme que nous proposons en ce moment. Vous avez le football. Hier, c'était la 8e de finale des Champions League. Vous avez le cinéma. Vous avez le divertissement avec Qui veut épouser mon fils, qui est une émission qui passe sur Canal+ Pop tous les samedis. Je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai vu. Il y a plusieurs prétendantes pour des hommes. Et c'est les mamans qui choisissent ces prétendantes. Ah oui. Celle qui arrivera à convaincre la belle-mère partira avec le fils. Le fils. Donc, vous avez tous ces programmes que vous pourrez suivre également à la demande sur notre application Canal+. Allez, ça, c'est la promotion et ça court tout le mois? Oui, ça court tout le mois jusqu'au 13 avril. Nous sommes dans le mois de mars, un mois dédié à la femme. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour les femmes? Canal+ ne laisse personne en liesse par rapport à ces programmations. Il y a beaucoup de programmes dédiés aux femmes tous les jours sur nos chaînes. Allez, pour saisir ces opportunités, comment on s'abonne et comment on se réabonne? Vous avez plusieurs distributeurs et boutiques répartis sur le territoire national. Vous avez nos fidèles partenaires Move, MTN et Celtis pour vous réabonner. Et vous pouvez également contacter ma boutique au 94 01 64 89 pour vous faire prendre en charge immédiatement. Je le redis, vous pouvez appeler le 94 01 64 89 pour vous faire prendre en charge immédiatement ou simplement faire un tour sur notre page Facebook Canal+ Bénin. Vous pouvez poser des questions. Il y a également des conseillers qui vous prennent en charge. Allez, merci à vous, Madame Grace Bekossi. Vous avez encore d'autres informations pour nous? Je vais inviter tous les Béninois, tous les amoureux de mon programme, tous ceux qui ne veulent pas rester en marge de ces offres, à se diriger vers nos agences et nos distributeurs répartis sur le territoire pour s'acquérir de ces offres-là. En tout cas, il y en aura cinéma, sport, information, magazine, documentaire et bien d'autres programmes sur Canal+. Merci à vous. Vous êtes responsable de boutique à Canal+ Bénin. Merci d'être passé sur Actu Matin, partager avec nous les nouvelles offres sur votre bouquet. À très bientôt. Très bonne journée. Merci. On va marquer une pause, installer le forum de discussion. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors, pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors regardez, ça c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine
Et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous pouvez couper une pomme de terre en deux, et mettre dans la sauce. Là, ça absorbe les sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Avant de retrouver Franck Aonon, Tidi Gandigbe, on va faire une parenthèse avec la rubrique Actu sur le net avec Florence Bossard. Bonjour. On ouvre la page des avis des internautes sur les sujets brûlants de l'actualité dans votre rubrique. Eric, cette semaine, les internautes se sont intéressés au drame qui est survenu à Dapobé, dans le département de Plateau. 6 personnes ont péri dans un incendie causé par l'essence de contrebande. Yeah. Hormis cela, on a vu les images sur les réseaux sociaux. Hormis cela, ces derniers ont également opiné sur d'autres sujets de l'actualité. Et donc, en voici le résumé. Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 mars 2025, 6 personnes ont péri dans un accident causé par l'essence de contrebande. Le drame s'est produit à Pobé, dans le département du Plateau. À l'origine de l'incendie, 2 camions. Alors que le premier camion franchissait une montée au quartier Fao dans la commune de Pobé, il s'est mis brusquement à faire marche arrière et a heurté violemment un second camion chargé d'essence. Le choc a provoqué une explosion, embrassant les 2 camions et les maisons environnantes. Conséquence, 6 blessés et d'importants dégâts ont été enregistrés. Cet incendie, un énième en cette année, n'a pas laissé indifférents les internautes. D'abord, le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadji, a exprimé sa compassion envers les familles endeuillées. Il a déploré le non-respect des mesures de sécurité concernant le transport de produits inflammables ainsi que du code de la route et a souligné la destruction des infrastructures routières publiques. Il a appelé les usagers à prendre conscience de leurs responsabilités,
soulignant que chacun doit prioriser la sécurité routière afin d'éviter de tels drames à l'avenir. Des Facebookers ont également réagi. Les autorités doivent prendre des réglementations strictes, sinon ces catastrophes vont continuer. Il ne faut pas aller chercher loin les causes de ce malheur. C'est le paillot, l'essence de contrebande et l'incivisme. Ces deux éléments conjugués ont provoqué le drame, a fait savoir un internaute. Autre sujet qui a tenu le haut du pavé cette semaine sur la toile. Une femme enceinte a été césarisée dans une clinique pour la sauver d'une parturition qui se compliquait, mais malheureusement, elle perd le bébé. Son mari décide alors de la sortir de la clinique contre l'avis des soignants et de rentrer avec elle. À la maison, la santé de la femme se dégrade alors qu'il aurait choisi de la conduire cette fois-ci chez un guérisseur traditionnel. Et c'est là-bas que la femme rendra l'âme. Les internautes ont commenté cette actualité. C'est une terrible tragédie. Une femme a perdu la vie après avoir déjà perdu son bébé. Elle laisse derrière elle 4 enfants. Cette histoire soulève une question importante. Combien de femmes doivent encore souffrir avant que cela ne change? Gratuité de la césarienne au Bénin dans les hôpitaux de référence. Et pourquoi a-t-il choisi un guérisseur? Que le mari soit poursuivi et qu'il assume la conséquence de ses décisions. Le guérisseur et le mari de la défunte doivent subir la rigueur de la loi. Quatre corps d'enfants sans tête ont été retrouvés desséchés derrière la morgue du Centre national hospitalier et universitaire le jeudi 27 février dernier. Ce sont des agents d'entretien en plein ménage aux abords du site qui ont fait cette découverte macabre avant d'alerter les autorités. Pour l'heure, l'origine de ces corps reste inconnue. Pour la plupart des internautes, il est nécessaire d'installer des caméras de surveillance. Sur les réseaux, le jeune homme, encore mineur, qui a écrit, je cite, « Patrice Talon est un anarque », fin de citation, a présenté ses excuses sur sa page Facebook. « Je passe sur cette toile pour justifier mon absence. D'abord, je tiens à remercier l'État pour m'avoir fait clémence. Il fut un temps où j'ai fait une publication qui n'est pas du tout conforme au règlement intérieur du pays et j'ai traité le président Patrice Talon d'anarqueur. Après ma publication, j'ai été invité et présenté au procureur à la criette. Franchement, je regrette énormément mes actes et dès maintenant, je ne le referai plus jamais. J'aimerais remercier la justice pour la clémence dont j'ai fait l'objet et je représente également mes excuses au chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Et enfin, j'aimerais conseiller mes jeunes frères de ne pas s'égarer comme moi et je veux qu'ils prennent mon cas comme exemple à suivre, puisque ce n'est pas digne d'une personne. Eric, un résumé sur présentation de Jean Toigbo. Justement, en tout cas, nous avons vu les commentaires des internautes sur l'ensemble de ces sujets, mais vous avez aussi des vidéos pour nous. Oui, la randonnée a permis de sélectionner quelques-unes et donc regardez. Je ne sais pas pour vous, mais de toute façon, l'homme a souffert au primaire. Surtout nous qui réfléchissons lentement. Après 10 heures, vous devenez de la récréation, table de multiplication.
Là où difficilement tu réfléchis, c'est là où on te fait que 9 fois 4 fois 8 divisé par 3, moins 6, ouais. C'est même le premier 9 là, tu as entendu, on dit pa. Ceux qui pensent que j'ai grosse tête pour rien là, c'est pas naturel, c'est le coup de bâton. C'est l'hexagone que je tremble ici. Surtout pour ceux qui bégayent là, qui font pitié. Ils sont rapides dans le cerveau, ils ont la réponse. Mais c'est comment dire la réponse. On dit, Marie, ça fait combien? Tu entends? Bon, ça a l'air quelque chose de ridicule. Mais je pense que le gouvernement devrait revoir les programmes et prendre en considération les types d'élèves et les types d'enfants qu'ils pourraient avoir dans les écoles là. Là, en ce moment, nous, là, on pourrait être en paix, quoi. Le maître dit 9 fois 4 fois 8 fois 6 fois 7. J'ai réfléchi d'abord, maître. Ah, l'école. Bon, Dieu merci, on a beaucoup évolué. Hein. Taper un BPC plus 4, là. Eric, les vidéos qui sont composées essentiellement d'images, des anciennes images. Oui, c'est vrai, ça laisse forcément des souvenirs. Moi, j'ai retrouvé un ballon qu'on utilisait quand on était à l'école primaire. Ça fait très mal au pied, mais bon, c'était ce qu'on avait. Les pratiques de bon vieux temps. Merci à vous, Florence Bossard. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et à demain aussi. À demain. Merci. On va retrouver cette fois-ci Franck Aounou et puis notre confrère de Matin Libre, Teddy Gandigbe, pour le forum de discussion. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors, pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors, regardez, ça, c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini, par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, et mettre dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Franck Aounou, bonjour. Bonjour Eric. Teddy Gandigbe, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous pour ce forum de discussion. Je reste avec vous. Le siège du Parti Les Démocrates de la commune de Tchaourou a servi de cadre le samedi 1er mars 2025 à une déclaration de mise en garde de la population locale face aux menaces pesant sur la vie de l'ancien président du Bénin. Je lis cette information sur le site de Matin Libre, votre journal. Comment vous prenez cette information ? Bon, moi, je les prends avec beaucoup de pincettes et beaucoup de gants, parce que lorsque la déclaration est tombée dans le public, on s'est posé mille et une questions sur ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est une actualité qui est vraiment patente, qu'on peut toucher, qui est réelle, ou est-ce que c'est une invention de toute pièce? C'est une question que tout le monde s'est posée, parce que jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas vu Boni Yahi monter au créneau pour nous dire, ben oui, ma vie est menacé, je suis sous, je suis sous une tension qui ne dit pas son nom, mais c'est des individus qui se sont regroupés pour faire une déclaration dont on ne sait exactement la source,
connaît ces personnes. Qui le maîtrise, certes, mais... Ces personnes ne peuvent pas aller devant la presse dire de telles déclarations sans que lui-même ne soit informé. Mais si de telles déclarations devraient quand même venir, je pense que déjà, au prime abord, il y aura forcément des actions ou quelques propos venant du camp peut-être d'en face qui auraient porté à comprendre ou à croire que oui, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'homme que personne ne maîtrise avant que des déclarations comme ça ne viennent. Mais venir tout de go un bon matin pour faire de telles déclarations alors qu'on n'a pratiquement pas de preuves qu'on a exhibées, on n'a pas, d'actualité qui nous permettent quand même d'analyser de plus près ce qu'on a avancé. Honnêtement, moi, j'ai pris ça avec beaucoup de gants et je pense que les intéressés, normalement, devraient quand même, ne devraient pas être pris au sérieux. Voilà. Franck Ornou, comment vous prenez cette information? Alors, moi j'ai pris la peine de lire un peu le communiqué. Il faut dire qu'avant Tchaourou, il y avait déjà une déclaration le 26 février à Parakou, une séance à laquelle étaient les députés du Parti Les Démocrates, bien sûr, 2020, le Parti Les Démocrates, et puis les responsables, d'autres responsables du Parti Les Démocrates. Alors, dans cette déclaration, il a été dit qu'il s'agit des alertes persistantes venant de l'extérieur et de l'intérieur qui visent à porter atteinte à la vie de Boni Yayi. Alors, lorsque moi je lis ces adjectifs, on dit persistante, une alerte persistante, c'est que par le passé, il y a eu certainement des situations qui aujourd'hui ont commencé par inquiéter au point de faire sortir ces responsables du Parti Les Démocrates et les députés à l'Assemblée nationale. Bon, que je le sache ou que je n'ai pas une très bonne mémoire, on n'avait pas eu des signes avant-coureurs jusqu'à ce que ces déclarations proviennent du Parti Les Démocrates. Moi, ça me pose un petit problème. Alors, on a également dit qu'il y a des choses qui se trament et des choses de façon, odieuse qui se trament, qui visent à déstabiliser et le Bénin et la sous-région ouest africaine. Bon, ça me pose encore un problème. Parce que non seulement on veut attenter à la vie de Boni Yayi, on veut déstabiliser le Bénin, et là, on est en train de parler certainement de ceux qui sont de la partie d'en face, de ceux qui sont au pouvoir, qui veulent déstabiliser le Bénin et la sous-région. Alors que nous savons très bien que la situation qui prévaut dans la sous-région, il n'y a que peut-être aujourd'hui le Bénin où, bon, on peut considérer que nous vivons dans une stabilité. Au Niger, nous avons un pays qui est dirigé par les militaires, et donc à l'issue d'un coup d'État. Au Burkina Faso, ce sont des militaires. Au Mali, ce sont des militaires. Bon, si on doit parler du voisin d'à côté, le Togo également, ce n'est pas la bonne gouvernance qu'on peut comparer en tout cas à ce qui se passe au Bénin, parce qu'ici, tout au moins, on sait comment les choses se passent jusqu'à présent. Moi, ça me pose un problème, déstabiliser le Bénin et la sous-région, rien qu'à cause de la personne de Boni Yayi. Alors, on dit également que la cible de ceux qui cherchent à plonger le Bénin dans tout ce que vous voulez, je ne veux pas citer là, mais ceux-là, c'est qui? Quand on vient devant la presse, pour permettre au peuple d'apprécier, il faut nommer des gens. Ou vous allez carrément au niveau de la justice, vous allez reverser ces preuves-là au procureur, vous lui demandez, nous avons des signes, nous avons des alertes que le leader charismatique du Parti Les Démocrates est en danger. Nous vous demandons de vous saisir du dossier pour enquêter, pour nous donner l'assurance que notre leader ira bien jusqu'à 2026. Eh bien, moi j'aurais voulu cela. Ce qui a donné, en tout cas, ce qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui sont en face d'eux, de considérer que c'est un mensonge historique, ce sont des affabulations. Parce que quand vous voulez sortir, vous êtes un parti d'opposition. Moi, j'estime que quand vous voulez sortir pour faire de telles déclarations, vous devez donner quelques signes, vous devez donner quelques indices, vous devez apporter, vous devez tenir des propos qui vont amener même la presse, après la presse déjà, à pouvoir faire des investigations pour comprendre ce qu'il en est. Je trouve que les mots utilisés sont forts, mais ne sont pas soutenus. Moi, j'attendais à ce qu'on donne quelques preuves. Voilà
dans la nuit de tel, où il a reçu des messages, où il a reçu une visite inopinée, dans son déplacement, il a senti des mouvements. Vous voyez, quand vous le dites comme ça, on va vous prendre plus au sérieux. Vous voyez, donc quand moi je lis ça, ne nous faisons pas peur. Parce que Boni Yayi, c'est un ancien président de la République. Il y a Nicéphore Soglo qui est toujours là. Je n'ai pas encore de mémoire de béninois vu Soglo sortir une fois pour dire, écoutez, moi, j'ai peur pour ma vie. Dès que lui, sa vie n'est pas menacée. Oui, sa vie n'est pas menacée. Et donc, quand votre vie est menacée, il ne faut pas en faire un simple sujet de déclaration politique. Il faut aller plus loin, saisir le procureur de la République pour que la lumière soit faite, pour que nous soyons situés vraiment. Teddy Gandibé, ce n'est pas la première fois que nous entendons de telles déclarations, justement de menaces sur la vie de l'ancien président. Est-ce que cela ne crédite pas un peu cette thèse? Non, en fait, c'est bien possible qu'une personnalité publique soit peut-être objet de ces genres de menaces, disons, de menaces et tout ce qu'il y a autour. Mais tel que Eric vient de le dire, nous sommes dans un pays de droit, on est d'accord? Et que la première démarche qui devrait normalement être faite et qui devrait normalement nous rassurer, c'est que ceux-là qui ont pu faire la déclaration auraient pu saisir la justice, tout simplement. Parce que si vous avez réellement des menaces sur la personne de cette trempe, on est d'accord, le mieux à faire dans un pays où nous avons des tests qui nous résistent, c'est d'aller au-devant de la justice, de porter plainte et de donner des noms. Parce que moi, l'amalgame se trouve même au niveau où on parle en même temps de la menace sur la vie d'une personne et en même temps on parle de la déstabilisation d'un pays et d'une sous-région. Où est le rapport? Où est le rapport? Il n'y a pas de rapport, il n'y a que de l'amalgame et il n'y a que des boutiques qu'on jette dans le public pour embrouiller les pistes. Moi, je souhaiterais vivement que, en fait, ils prennent, disons, les choses comme cela se doit de façon responsable pour ne pas créer encore des soucis à ce que nous avons déjà au quotidien. C'est très important parce que nous sommes dans un contexte où les choses sont déjà sous tension et on a beaucoup de problèmes déjà à gérer. Et donc, venir en public tout de go pour faire des déclarations de ce genre sans pour autant donner des noms, sans pour autant donner des indices et aller peut-être devant les autorités compétentes pour pouvoir porter plainte et dire ce qui est réellement et dire des choses comme ça qui sont très vagues et qui ne nous orientent même pas sur quelque chose de très réel. Honnêtement, ça ne donne pas une bonne image. Voilà. Encore nous, dans leur déclaration, ils n'ont indexé personne, ils n'ont visé personne. Alors pourquoi le gouvernement devait réagir à ces propos? Même si vous levez aujourd'hui, vous faites une conférence de presse et vous dites que votre vie est menacée, pour peu que vous êtes journaliste, pour peu que vous êtes un citoyen de ce pays, eh bien, ça devrait préoccuper le gouvernement parce que, le chef de l'État est garant de la sécurité des personnes et des biens de tous les Béninois qui vivent sur le territoire national. Il est élu pour ça, il doit garantir leur sécurité. Boni Yayi n'est pas un simple individu. Boni Yayi, c'est un ancien président de la République qui a une garde, enfin, quand il quitte le pouvoir, on assure leur sécurité à travers, par le biais d'une garde rapprochée en tant qu'ancien chef de l'État. Et donc, qui met ces gardes-là à la disposition de Boni Yayi, c'est bien entendu le pouvoir, c'est bien entendu le gouvernement. Et donc, lorsque une personnalité de sa trempe, les soutiens sortent pour dire que sa vie est menacée, il y a de quoi que le gouvernement s'en inquiète, que le gouvernement cherche à comprendre ce qu'il en est. Mais je dis, la bonne démarche dans cette affaire-là, Boni Yayi étant un ancien président de la République, c'est de constituer le dossier, aller voir le procureur, lui expliquer, voilà les indices que nous avons. Voilà. Tel jour, nous avons telle ou telle chose, eh bien, il faut vous saisir du dossier. Et moi, je pense même qu'avec cette déclaration et la réaction qu'on a eue du côté du pouvoir, le procureur devrait s'auto-saisir maintenant de ce dossier pour demander, pour inviter ces députés, pour inviter ces responsables du parti, de venir lui donner les preuves que la vie de Boni Yayi est menacée et que ce qui se trame au Bénin veut déstabiliser toute la sous-région. Parce que, bon, je ne sais pas si nous avons une telle armée qui puisse aller maintenant faire des incursions un peu comme ça se passe au Rwanda et en RDC. De quoi parle réellement
ces députés du Parti Les Démocrates et les responsables du Parti Les Démocrates, il faut que le procureur les invite pour situer le peu, parce que, vous savez, nous approchons des élections assez cruciales qu'on n'a jamais expérimentées dans notre... Nous sommes dans une année et lorsqu'on commence par le dire, certaines personnes ont dit que c'est une méthode de victimisation pour attirer un peu, disons, l'attention du peuple vers eux, parce qu'on est allé jusqu'à dire que le peuple béninois est mobilisé, éveillé et prêt à barrer la route à tout plan visant à porter atteinte à la vie du président. Le peuple, c'est qui? Quelqu'un a dit, donnez-moi le numéro du peuple, je vais l'appeler. Le peuple, c'est vous et moi. Le peuple, est-ce que tout le monde sait aujourd'hui que la vie de Boni Yayi est menacée? Autant dit les militants du Parti Les Démocrates. Il ne faut pas emballer tout le monde dans une spirale de peur parce que, bon, on veut faire de la récupération politique, ainsi de suite. Alors, moi, je ne dis pas, je voudrais préciser, je ne dis pas que ils sont en train que la vie de Boni Yayi n'est pas menacée, mais ou ce qu'ils disent n'est pas fondé. Oui, nous voulons avoir les plus d'éléments pour apprécier, pour permettre à la population, si c'est vrai que la presse vient dire, mais messieurs au pouvoir, cessez d'enquéquiner Boni Yayi, cessez de vouloir attenter à sa vie. Ou ceux-là dont on parle, c'est qui? Est-ce que c'est des bandits? Est-ce que c'est des politiciens? Est-ce que c'est des malfrats? Est-ce que c'est des militants des autres partis, du parti vert, jaune, rouge, bleu, tout ce que vous voulez? On veut savoir, nous on veut savoir. On ne peut pas s'en tenir seulement à ce papier qu'on a lu à Parakou et à la suite duquel on a fait des déclarations à Tchaourou pour dire maintenant, nous allons prendre comme parole d'évangile ce qui est en train d'être dit par les démocrates. Nous sommes dans un pays où il y a des intellectuels. On ne peut pas sortir un communiqué comme ça et dire que la vie de Boni Yayi est menacée. Et on va gober, aller nous asseoir pour dire, attention, il faut protéger Boni Yayi. Non, il faut aller plus loin et pour nous donner plus de détails sur ce qu'on est en train de vouloir faire avaler au peuple. Et justement, face à cette déclaration d'une supposée menace sur la vie de l'ancien président Thomas Boni Yayi, Wilfried Léandre-Ngbeji, porte-parole du gouvernement, réagit. Il qualifie ces accusations de stratégie de manipulation de l'opposition. Il aurait peut-être raison, parce que vu tout ce que nous venons de ressortir, évidemment, ça ne peut que être cela. Donc pour vous, à défaut d'éléments probants, c'est de la manipulation? Bien sûr, parce que... Peut-être que les cadres du parti ont des éléments à leur disposition. Ils n'ont qu'à sortir ces éléments. Peut-être un agenda... agenda... c'est même par là qu'il devrait commencer, parce qu'en fait, il ne sert à rien du tout de venir faire une déclaration qui n'est pas fondée en public. Il savait qu'il y avait déjà de menaces sur la vie de l'ancien chef d'État et que ce n'est pas la première fois. D'abord, la première des choses dans leur déclaration, c'est de nous dire à quel moment, quand et qui est-ce qui a fait ces menaces-là déjà au début. Et puis, le tout deuxième épisode qui est arrivé, quand est-ce que c'est arrivé et qui sont ceux-là qui sont encore derrière, ils doivent pouvoir me le dire avant d'aller maintenant dire que voilà, qu'il y a le peuple qui est menacé, qu'il y a le pays qui est menacé et qu'il y a la sous-région qui est menacée. Moi, je souhaiterais vivement que, comme l'a dit mon confrère, il faut que le procureur s'en saisisse vraiment et les appelle pour les écouter, parce que nous sommes dans un pays de droit et tout le monde est libre bien sûr de dire ce qu'il veut en public, sauf que on doit pouvoir apporter les preuves nécessaires pour nous rassurer. Allez, nous avons encore quelques minutes, Franck Arnaud. Selon Wilfried Léandre-Ngbeji, dans un pays où il n'est pas possible d'accuser le gouvernement en place de paresse ou au regard de l'ampleur des chantiers qu'il ouvre ici et là sur le territoire national, dans un pays où il n'est pas possible de l'accuser non plus sur la qualité des infrastructures qu'il réalise, que reste-t-il souvent à l'opposition pour exister? C'est interroger le porte-parole avant de répondre. Il faut faire de la manipulation, il faut inventer les situations, il faut créer l'actualité s'il n'y en a pas. Nous sommes vraiment dans une manipulation avec de pareilles déclarations. Les démocrates donnent tous les moyens à ceux qui veulent interpréter ce communiqué-là de le faire dans ce sens-là. C'est ce que je dis, on ne peut pas être un parti d'opposition. Le premier parti d'opposition, quand on parle des démocrates, on dit que c'est le plus grand parti d'opposition, et vouloir sortir une telle déclaration et le faire, la faire dans cette monture-là, moi j'estime que ça n'est pas bien pour l'image des démocrates. Quand vous faites ça, vous donnez l'occasion aux gens de vous traiter de tous les noms. Vous avez vu, si on doit même décortiquer ce que Wilfried Léandre-Ngbeji a dit,
on a banalisé ce qu'ils ont dit. Et quand un parti d'opposition sort, moi j'estime qu'il faut sortir avec beaucoup de poids. Il faut sortir et quand les gens vont écouter, ils vont dire, ah bien oui, tiens là, nous sommes en phase vraiment de parti qui veut aller contre un pouvoir qui est en place, parce que ne l'oubliez pas, eux ils ont le renseignement. Ils ont le renseignement et qui les renseigne sur ce qui se passe. Et donc en le disant, c'est peut-être une façon de ne pas dire aussi brut tout ce qu'ils ont comme information par rapport à cette déclaration. Et donc, quand on veut sortir, on est parti d'opposition, moi je pense qu'il faut prendre toutes les mesures possibles. Voilà. Et lorsque des gens vont sortir pour vous dire, vous brandissez les preuves, pourquoi pas brandir de preuves, vous voulez verser au procureur avant même de commencer. On a dit menace à l'aide persistante. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas la toute première fois venant de l'extérieur et de l'intérieur. Ça peut être vrai, mais dans un pays comme le Bénin, où nous avons des intellectuels, nous avons des gens qui ont fait l'opposition avant le parti, les démocrates, et on a vu un peu leur façon de le faire. Eh bien, vous le faites pour confondre vos adversaires, pour leur montrer que, effectivement, ce que vous dites, c'est toute la vérité du monde, pour ne pas laisser la place aux gens de vous clochardiser, de montrer que vous êtes des enfants en matière de politique. Quand moi j'ai interrogé un ministre de la République sur cette question, me dit non, que c'est du mensonge. On ne peut pas sortir qu'on vienne apprécier votre déclaration. De la République. Oui, parce que si on prend bien les dispositions, c'est que cette déclaration devait faire bouger des lignes là maintenant. Où le chef de l'État même peut appeler des gens pour dire, mais monsieur le DGPR, monsieur le chef d'état-major, dites-moi tout ce qui se passe. Il va réunir son staff pour dire, mais faites-moi la lumière sur ça, parce que Boni Yayi n'est pas n'importe qui. Boni Yayi, c'est un ancien président de la République qui a fait 10 ans à la tête de ce pays, qui a passé la main à Patrice Talon. Patrice Talon ne voudra pour rien au monde que quelque chose arrive à Boni Yayi, atteigne son intégrité physique. N'a même pas intérêt. Il n'a même pas du tout intérêt à la fin de son mandat. Et donc, si vous apportez des arguments solides, on sera obligé de se mettre sur ce dossier pour faire toute la lumière. Mais je dis, il va falloir que... Ce n'est pas fini le boulot des démocrates. Non. Il va falloir aller chez le procureur, aller déjeuner avec le procureur pour lui confier tout ce qu'on a comme preuve, pour qu'on fasse toute la lumière sur cette... Nous attendons. Le peuple maintenant veut savoir plus sur ce que les démocrates ont dit à la face du monde. Le quoi? Le peuple. Vous avez le numéro. Allez, merci à vous, cher monsieur Franck Aounou. Merci Tidi Gandigbe. Merci, à demain pour débattre de notre sujet, pourquoi pas. Ce sera avec plaisir. Le rendez-vous qui vous attend, c'est la revue de presse. Moi, je vous souhaite une très bonne journée avec les programmes de Canal 3 Télévision à 13h. Votre journal, justement, à midi. Avant ça, à midi, votre émission Le Plein de Midi avec Gilles Dadi. En soirée, la grande édition de l'information. Et puis, juste après, l'info continue avec Wahab Ali Para. Portez-vous bien et à très bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour. Qui sera le dauphin de Patrice Talon pour l'élection présidentielle de 2026? C'est la grosse interrogation affichée à la manchette de l'emblème du jour dans sa parution de ce jeudi. Selon le journal, à l'approche de l'élection présidentielle de 2026 au Bénin, la question de la succession du président Patrice Talon suscite de vives discussions. Bien que le chef de l'État se consacre pleinement au développement du pays, soutenu par des partis politiques tels que l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, l'identité de son potentiel successeur demeure une préoccupation majeure pour beaucoup. Le Canard rappelle que Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016 et actuellement dans son second mandat, a réaffirmé à plusieurs reprises son intention de respecter la Constitution en ne briguant pas un troisième mandat. En décembre 2023, il a exhorté sa mouvance politique à se concentrer sur les missions en cours, estimant que le moment n'était pas venu pour engager des discussions sur sa succession. Malgré l'absence de discussion officielle au sein des partis de la mouvance, analyse la parution, les spéculations vont bon train quant à l'identité du dauphin de Patrice Talon.
Cette situation crée aux yeux du quotidien une certaine tension politique, certains observateurs estimant que le manque de clarté sur la succession pourrait déstabiliser le paysage politique béninois. Le chef d'arrondissement de Glodjigbe est suspendu de ses fonctions par le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandjinou. C'est le matinal qui nous l'apprend ce matin. Selon le journal, Gilbert Sertonji-Boko a été sanctionné pour faute lourde et non-observance de l'obligation de réserve. Sanction prononcée à la faveur de la session extraordinaire convoquée le mardi 4 mars 2025 avec pour ordre du jour examen de la réponse à la demande d'explication adressée par le maire au chef d'arrondissement de Glodjigbe suite à ses posts écrits et critiques à l'endroit du gouvernement sur le forum dédié aux conseillers communaux. À en croire la parution, la décision, contrairement à ce qui est ventilé dans l'opinion publique comme étant un signal inquiétant pour l'équilibre entre le pouvoir central et l'autonomie locale, a un fondement juridique. En effet, explique le matinal, l'article 119 du Code de l'administration territoriale en vigueur en République du Bénin stipule en son alinéa 2 que constitue une faute lourde toute violation des règles de déontologie administrative. Et les articles 183 et 184 du même code précisent les types de sanctions à appliquer le cas échéant. Force doit rester à la loi est la leçon que veut donner la commune d'Abomey-Calavi au Bénin tout entier à travers cette procédure disciplinaire engagée et qui suit son cours, conclut le Canard. Pour sa part, Fraternité annonce que le Bénin sort de la liste rouge des pays en retard dans la mise en œuvre du mécanisme national de prévention de la torture. Le retrait du Bénin de cette liste rouge représente, selon le Canard, un gain considérable en termes d'image et de crédibilité sur la scène internationale. Il témoigne d'un engagement renouvelé du pays à respecter ses obligations en matière de droits humains et renforce sa position auprès des organisations internationales et des partenaires au développement. Pour la CDBH, cette avancée consolide son rôle en tant qu'organe clé dans la surveillance et la promotion des droits fondamentaux. La Commission voit ainsi sa légitimité renforcée et obtient les moyens nécessaires pour exercer pleinement ses missions de contrôle et de prévention. Bien que cette sortie de la liste rouge soit une étape importante, elle ne signifie pas la fin du travail. Le Bénin devra veiller à la pérennisation du mécanisme, à son efficacité et à son indépendance, indique Fraternité. La Nation nous donne la nouvelle du nouveau président du Conseil économique et social. Conrad Baguidi était ce mercredi 5 mars 2025 au cabinet du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le quotidien du service public précise que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'a entreprise le nouveau président du CES au niveau des institutions de la République au lendemain de son élection. Après cet tête-à-tête avec les présidents de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale, Conrad Baguidi s'est rendu au cabinet des droits locaux pour se présenter à lui, mais aussi discuter de questions d'intérêt pour les deux institutions. À en croire l'hôte des droits locaux, le jeu en vaut la chandelle au regard des nouvelles architectures et attributions du Conseil économique et social. Conrad Baguidi est satisfait de sa visite et rassure que les équipes sont déjà mobilisées pour commencer à échanger sur un calendrier de travail parce que très vite, une mission doit se rendre dans les différents départements pour commencer le travail au plan social. Mention très honorable pour Marc Abissi Adjaoke. Suite à sa soutenance de thèse de doctorat, peut-on lire à la page 4 de Gaskiani Info qui précise qu'il a franchi ainsi une étape majeure dans sa carrière académique en obtenant le jeudi 27 février 2025 son doctorat en sciences agronomiques à l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Son étude s'est focalisée sur l'impact du Spodoptera frugiperda, connu sous le nom de la chenille légendaire d'automne, un ravageur majeur du maïs au Bénin. Ainsi, devant un jury composé d'éminents professeurs du Bénin et du Togo, l'impétrant, à travers une méthodologie scientifique solide, a exploré des solutions de lutte intégrées pour réduire les pertes agricoles causées par cet insecte.
Les membres du jury ont unanimement salué la qualité de la recherche menée par l'Impetran, soulignant à la fois la pertinence de sa problématique, la rigueur de son analyse et l'importance de ses résultats pour le secteur agricole béninois. Ils ont également mis en avant la contribution significative de ces travaux à la lutte contre les ravageurs des cultures et à la sécurité alimentaire. À l'issue des échanges et après délibération, le jury a décerné à Marc Abissi Adjaoké le titre de docteur en sciences agronomiques, option production végétale et ressources phytogénétiques, avec la mention très honorable. Merci de votre aimable attention.